On vote 2025, épisode 4. On se retrouve juste avant les élections. C'est un moment capital qu'on va partager là maintenant avec Stéphanie Chouinard, notre politologue. Comment ça va, Stéphanie? Pour dire comme notre premier ministre sortant, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Hein? Bon. Donc aujourd'hui, on va frapper à vos portes. On vient chez vous, dans votre circonscription. On va s'intéresser à tous ces coins francophones où beaucoup de duels serrés sont en jeu, Stéphanie. Et on prend tout de suite nos valises et on va dans le nord, à Sudbury. Oui, donc une course intéressante qui se dessine dans Sudbury où le député sortant néo-démocrate Jamie West fait face à de la compétition féroce de la part des progressistes conservateurs avec Max Massimiliano, qui est à quelques points de pourcentage de différence. Là. Donc, c'est une course serrée qui se dessine. Très serré, hein, Jamie West qui brigue un 3e mandat, puis on va voir si il y parvient, mais ça risque d'être assez serré. Ça l'est un petit peu moins pour France Gélinas du côté de Nickel Belt. Oui, donc France Gélinas qui a, selon Canada 338, et je rajouterai un petit grain de sel ici que dans les circonscriptions à petits effectifs et les circonscriptions plus rurales, ces sondages-là, même dans l'agrégé, c'est à prendre avec un grain de sel, là. Mais Mme Gélinas serait avec une avance quand même assez confortable, mais dans les moins de 10% d'avance pour France Gélinas contre les progressistes conservateurs, encore une fois. Et ça, je dirais que on pourra y revenir, c'est symptomatique du fait que dans plusieurs circonscriptions qui sont des bastions néo-démocrates, les progressistes conservateurs vraiment leur mènent la vie dure cette année. Randy Hazlett, c'est son rival conservateur, et France Gélinas qui brigue un 6e mandat, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une cadre du parti, une cadre du NPD qui était critique aux affaires francophones, mais aussi à la santé également. Elle est très, très sur ces dossiers-là. Quoi d'autre dans le Nord, Stéphanie? Peut-être que je pourrais vous lancer sur Algoma-Manitoulin, où là, on a peut-être aussi un espoir côté progressiste conservateur avec Michael Manta qui s'est retiré un petit peu qui était indépendant. Donc le NPD, il va avec un nouveau candidat. Et comment ça se passe là? Oui, donc M. Manta qui va peut-être diviser le vote un peu parce qu'il se représente en tant qu'indépendant et c'est assez clair que c'est pas lui qui va remporter la course, mais le peu de points de pourcentage qu'il pourrait garder avec lui pourrait faire la différence entre un retour vers les néo-démocrates dans cette circonscription-là ou un passage vers les progressistes conservateurs. Donc, ça va certainement être une course à surveiller. Oui, et autre point serré, c'est Timiskaming Cochrane. John Vantoff se représente. Là, on est dans une circonscription aussi assez serrée. On retrouve un nouveau duel avec les progressistes conservateurs. C'est à chaque fois dans le Nord, là, quand c'est serré, c'est un duel entre ces deux mêmes partis. Ce sont deux partis qui se disent les partis des syndicats. Dans cette élection, ce sont aussi deux partis qui parlent des transports, on veut élargir les autoroutes. On s'adresse vraiment à un électeur à peu près similaire, avec des positionnements similaires entre deux partis qui sont quand même assez opposés. Oui, tout à fait. Ça se joue sur la question économique, en fait. La question, évidemment, des routes, des services routiers, la sécurité routière est extrêmement importante. Les minéraux, les industries. Oui, puis le développement économique. Et comme on l'a vu depuis le début de la campagne, et évidemment, le terrain se préparait à l'avance. Les progressistes conservateurs ont vraiment été en opération séduction vers le vote col bleu syndicaliste. Et ça semble porter fruit si on en croit les sondages actuellement. Et tout ça, ce sont des circonscriptions très francophones. On a parlé de Mushkegowuk, où là, on a une majorité de francophones, mais aussi toutes les autres circonscriptions dont on a parlé, on est entre 15 et 30% à Sudbury. Donc, on est vraiment dans les circonscriptions très francophones. Donc là, c'est un vote qui va compter. Oui. Là où il y a un petit peu moins de suspense, c'est du côté de Timmins. Oui, effectivement, dans Timmins, ça va très certainement rester dans le giron progressiste conservateur. C'est pas vraiment un débat là. Même s'il y avait un vote stratégique entre libéraux et néo-démocrates, il y a pas vraiment de concours actuellement. Georges Piry qui devrait être reconduit, l'ancien maire de Timmins.
a priori sans véritablement de concurrence. Nipi Singh, on est un petit peu dans la même situation avec Vic Fedeli. Oui, oui, un ministre sortant, quelqu'un qui s'est présenté aux côtés de Doug Ford à Washington. C'est Exact. un bonze du Parti progressiste conservateur. Et encore là, on est au-delà des 50 même peut-être même 60 dans les intentions de vote pour M. Fedeli. Mm. Donc, ça ne sera pas un grand suspense dans cette circonscription. Oui, c'est vraiment un cadre du parti. Il était dans le trio à Washington avec Stephen Lecce pour l'énergie et donc Doug Ford et lui. Donc c'est vraiment un cadre très très ancré dans le parti qui ne devrait pas avoir de difficultés. Est-ce qu'on revient sur Mushkegowuk Bay James rapidement? Oui, Donc, Guy Bourgouin, quand même élu à 3 reprises depuis 2018 dans sa exact. circonscription, néo-démocrate, qui lui aussi est en difficulté contre les progressistes conservateurs. Donc, une autre lutte dans une circonscription à forte densité francophone à surveiller. Oui, énormément de francophones à Mushkegowuk Bay James. Une lutte très, très, très serrée. Effectivement, c'était Monsieur Bourgouin, un ancien critique aux affaires francophones. Il s'est battu sur beaucoup de dossiers là, mais c'est vrai qu'il y a un coude à coude dans Mushkegowuk Bay James qu'on va suivre. On va beaucoup suivre Mushkegowuk Bay James. De même que là, on va aller dans l'Est, on va suivre Glengarry Prescott Russell, qui, comme Mushkegowuk, c'est une circonscription à majorité francophone. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, donc Stéphane Sarrazin qui avait délogé Amanda Simard durant les dernières élections, ancien maire de Plantagenet, qui était secrétaire parlementaire aux affaires francophones aux côtés de Mme Mulroney, qui a une belle avance sur un jeune loup franco-ontarien qui se présente pour les libéraux, Trevor Stewart, qui a été élu conseiller municipal dans Clarence-Rockland, si je ne me trompe pas, Ouais. mais qui est quand même assez loin derrière M. Sarrazin. Une lutte qu'on va surveiller parce que ce sont deux personnalités politiques franco-ontariennes, mais on prédit que cette circonscription-là va demeurer progressiste conservateur. Très probablement, en tout cas, effectivement, Jeune Loup, mais déjà conseil municipal. Et puis Stéphane Sarrazin qui avait, on se rappelle, délogé Amanda Simard et qui espère avoir un nouveau mandat. Stéphane Sarrazin qui était porte-parole de la ministre des Affaires francophones, mais aussi de la ministre des Petites Entreprises, me semble-t-il. Donc très impliqué dans l'économie de la région et puis au niveau provincial. Donc on va suivre cette course. Faisons un petit saut du côté d'Ottawa, où à Ottawa-Vanier, où Lucille Collard sera très probablement réélue. Ça ressemble effectivement à une réélection pour les libéraux. On n'a presque pas parlé des libéraux jusqu'à maintenant. Exact. Lucille Collard, c'est une de celles qui semble être en bonne posture pour garder son siège, mais c'est quand même une course intéressante parce qu'elle se présente contre Marie-Lisa Gosselin pour les progressistes conservateurs. Elle a été conseillère aux affaires francophones auprès du premier ministre pendant plusieurs années. Donc, une conseillère derrière les rideaux qui passe maintenant devant le rideau. Pour le moment, toutefois, il semblerait là, que Mme Collard demeure bien en selle dans cette circonscription. Dans un bastion libéral quand même depuis de nombreuses années, 1971 je crois bien. Ouais. Ça va être quand même compliqué de changer la donne dans cette circonscription. Si on va du côté des voisins, Ottawa-Orléans, c'est quoi le profil? Donc, on a Stephen Blais, encore une fois, chez les libéraux, qui est le député sortant, qui se présente cette fois-ci contre Stéphane Plourde pour les progressistes conservateurs. Une moins grande avance que Lucille Collard. Il semble quand même être en bonne posture pour être réélu. Mais ça demeure intéressant de voir que dans cette circonscription-là aussi, ce sont deux francophones qui mènent dans les intentions de vote. Oui, l'ancienne circonscription de Marie-France Lalonde, qui était ministre des Affaires francophones. Qui a sauté au fédéral. Exact. Ouais. Un peu comme dans Ottawa-Centre. Et oui, on y va. Oui, exactement. Un petit peu comme dans Ottawa-Centre. Joël Arden qui veut faire le saut au fédéral et qui laisse la place à Catherine McKinney qui va essayer. On se souvient de Catherine McKinney qui a tenté d'être maire d'Ottawa et qui n'y est pas parvenue. Comment ça va se passer? On pense que Catherine McKinney va garder le siège dans le giron néo-démocrate. Elle a presque 50 dans les intentions de vote actuellement. Donc, à moins d'un changement significatif d'ici à jeudi prochain, là, on pense que Ottawa-Centre va demeurer orange. Ce qui n'est pas forcément le cas pour Ottawa-West Nepean, où là, Chandra Pasma pourrait être sérieusement en danger. Oui, effectivement, les progressistes conservateurs avec Hussein Abourayash dépassent de peu. Là. On est encore une fois dans les marges
marge d'erreur. Là, on parle de 2 pour les progressistes conservateurs, mais c'est une lutte très, très serrée qu'on va certainement surveiller jeudi soir. Oui, Monsieur Abou Rayash, qui a un profil d'entrepreneur chez les progressistes conservateurs, on va beaucoup chercher ce type de profil dans les circonscriptions, des entrepreneurs, ça c'est vraiment la sociologie des candidats qu'on va chercher. Et puis enfin, on peut revenir dans l'Est du côté de Stormont, Dundas, Glengarry South, qui était tenu par Nolan Quinn et qui vraisemblablement sera reconduit au soir du 27 février. Selon Canada 338, 63 des intentions de vote en date d'hier. Les sondages sont toujours en cours. D'ici à jeudi, ça pourrait changer, mais il y a fort à parier là, que ça va être une victoire très confortable. Stéphanie, dites-moi un petit peu, au-delà de tout ce qu'on a parlé au niveau francophone, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, un député sortant ou il y a une circonscription que vous allez surveiller du coin de l'œil plus particulièrement? Euh, Une circonscription à laquelle je pense, c'est Kiiwetinoong, où on a le député néo-démocrate Sol Mamakwa, qui est le seul représentant Exact. autochtone à l'Assemblée législative, qui a un peu à la France-Gélina une longueur Ouais. d'avance assez confortable, mais pas trop confortable. J'arrêterais pas de faire campagne tout de suite si j'étais lui, mais quand même une représentation importante, une voix importante à Queen's Park aussi. Donc, je vais surveiller, voir comment il se sentir dans sa circonscription. Un peu plus près de chez nous, à Toronto, une région où il va avoir beaucoup d'actions, je pense jeudi, c'est dans la région de Hamilton, une région qui, un peu comme à la Sudbury, du fait de la sociologie de la place, c'est un secteur où les aciéries sont extrêmement importantes, Très industriel. très industrialisées, très syndicalistes. Les néo-démocrates sont un peu dans leur habitat naturel. Et là, on a 3 circonscriptions qui sont ou étaient néo-démocrates qui risquent très fortement de passer aux progressistes conservateurs. Je pense à la circonscription de Sarah Jama Hamilton Oui. Centre. Sarah Jama qui a fait les manchettes pour avoir été expulsée par Marit Stiles du caucus néo-démocrate, qui se représente comme indépendante, mais cette circonscription-là risque fortement là, de voir une lutte chaude entre le candidat néo-démocrate et les progressistes conservateurs. Et dans Hamilton Mountain et Hamilton West, 2 circonscriptions néo-démocrates où on est au coude à coude avec les progressistes conservateurs. Donc, encore une fois, l'opération séduction du milieu syndical est à l'œuvre pour les progressistes conservateurs. Est-ce que vous avez une petite curiosité sur Kitchener Centre? Bien, écoutez, c'est sûr que pour les Verts, c'est une circonscription à surveiller. On sait que Mike Schreiner dans Guelph est très confortable. On n'a pas peur pour son siège, mais ce deuxième siège-là qui a été vraiment cherché à l'arracher par les Verts et sur lequel on espérait bâtir pour peut-être aller en chercher un troisième, et vous pourrez peut-être en parler, Rudy, et il est en difficulté actuellement. Donc, Aislinn Clancy, qui est la députée verte sortante, mène avec seulement 3 points de pourcentage sur les progressistes Et conservateurs. là, c'est important, le Parti vert qui avait arraché ce deuxième siège historique, est-ce qu'il va arriver à maintenir ces 2 sièges? On sait qu'il y a aussi des envies, des prétentions du côté Parry Sound, Muskoka, mais là, ça va être très difficile pour Matt Richter. En tout cas, on peut dire que au soir de la soirée électorale, là, si le Parti vert conserve ces 2 sièges, ça sera quand même une victoire. Oui, absolument. Je pense que Mike Schreiner va être content si Mme Clancy est reconduite à Queen's Park. Et puis, c'est sûrement bien pour lui de ne pas faire cavalier seul Exact. à l'Assemblée législative. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Hamilton. C'est vrai que les députés indépendants, c'est très compliqué de se faire élire en tant que député indépendant. En général, on le devient en cours pour soit une histoire, soit une controverse, soit autre chose. Il y a une députée indépendante qui a réussi à se faire élire en 2022 et elle se représente. C'est Bobby Ann Brady dans Aldiment. C'était une étonnante victoire de se faire élire en tant qu'indépendante. On va voir un petit peu là si elle arrive à renouer cette victoire. Oui, ben, son histoire est quand même intéressante parce qu'elle avait cherché à obtenir la candidature progressiste conservatrice et c'est le parti qui l'avait tassée Exact. pour un autre candidat et elle avait réussi envers et contre tous à remporter la victoire lors des dernières élections et donc elle tente son coup à nouveau. On voit que la lutte va être chaude, mais elle a quand même des chances de conserver son siège, ce qui est franchement pratiquement historique là, en histoire politique ontarienne.
Finalement, Stéphanie, est-ce qu'il y a un ancien ministre qui est en danger dans toute cette histoire? J'ai l'impression que la plupart des ministres qui étaient, en poste avant la dissolution sont assez peu, en difficulté, dans les sondages, j Personnellement, j'ai pas vu non, hein? de ministres sortants qui, soient en difficulté dans leur propre circonscription. Évidemment, une circonscription qu'on suit toujours, c'est la circonscription de Caroline Mulroney où encore là, Alors que Simcoe ça va être comme, une lettre à la poste. Elle est très populaire dans sa propre circonscription, oui, ça donc on n'est pas inquiet pour son avenir ça politique. devrait aller pour, Caroline Mulroney. Ça devrait aussi aller pour, l'ancienne ministre des soins de longue durée, Nathalie Kuzendova du côté de Mississauga Centre, et puis la plupart des ministres effectivement sont on a parlé tout à l'heure de Vic Fedeli, ça devrait aller aussi dans le nord, de ce côté-là. Pour la soirée électorale, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on va, surveiller? Qu'est-ce qu'il faut, voir un petit peu? La fermeture des bureaux de vote, ce sera à 20:00. Ensuite, à quoi il faut s'attendre? Donc, la soirée électorale commence à 20 heures et du fait qu'on commence avec un premier décompte électronique des votes, ça risque d'aller assez vite, surtout considérant, disons, l'écart assez significatif dans les intentions de vote entre le gouvernement sortant et les autres partis. Ça se peut que dans les 45 premières minutes, à la première heure, on ait déjà une confirmation que ce sera les progressistes conservateurs qui seront de retour au pouvoir. Et dans les minutes qui suivent, on annoncera si c'est majoritaire ou minoritaire. Le chiffre magique, c'est 63, 63 sièges sur les 124 à l'Assemblée législative. Dans les intentions de vote actuellement, on parle de peut-être près de 90 sièges qui iraient aux progressistes conservateurs. Donc, un beau cadeau d'une dizaine de sièges supplémentaires que ce qu'ils avaient à la dissolution de la Chambre. Mmh. Et donc, on pourrait aller se coucher assez tôt, finalement, jeudi soir. On va voir. On n'est pas non plus à l'abri de bugs ou d'histoires comme ça, mais en général, avec tout ce qui est électronisé, ça devrait aller assez vite. Il faut quand même mentionner que les votes sont comptés 2 fois, hein. Donc, Mm. ils sont comptés électroniquement une première fois, mais ensuite, on les compte à la mitaine aussi, si ça peut rassurer les auditeurs. On n'est pas aussi à l'abri, on est quand même en hiver, de problèmes météorologiques. Ça s'est vu par le passé, des pannes de courant, notamment suite à des tempêtes de pluie, des tempêtes de vent ou de neige. Donc, ça se pourrait qu'il y ait certaines circonscriptions où Élections Ontario décide d'étendre le vote à plus tard que 20 heures pour permettre aux électeurs de voter s'il y a des enjeux de ce type-là qui se présentent. On va se croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de tempête de neige. Ouais. 63 sièges, on le rappelle, pour être un gouvernement majoritaire, c'est ce qui lui permet de gouverner avec les coups des franches, sans faire d'alliance avec d'autres partis. C'est l'avantage d'être majoritaire. Mais il y a un autre chiffre magique, c'est le chiffre 12. Oui, donc pour obtenir le statut de parti officiel, évidemment, les néo-démocrates l'avaient en tant qu'opposition officielle au sortir ou à la dissolution de la Chambre, mais ce sera une deuxième tentative de suite pour les libéraux d'obtenir à nouveau le statut de parti officiel qu'ils avaient perdu en 2018. Donc, Mm. en ce moment, c'est pas dans l'impossible que les libéraux reviennent dans le giron des partis officiels, mais ça pourrait être par la peau des dents, là. Est-ce que les libéraux pourraient même être le parti d'opposition, vous pensez? C'est pas impossible. En ce moment, les intentions de vote donnent les néo-démocrates légèrement en avance dans le nombre de sièges qui leur seront octroyés, mais on sait qu'il y a des appels au vote stratégique dans certaines circonscriptions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là, entre aujourd'hui et jeudi pour un certain nombre de circonscriptions où ces deux partis-là sont au coude à coude. On va évidemment suivre aussi le score des chefs dans leur propre circonscription. Et il y en a une qui est pour qui c'est pas gagné. Dans Mississauga, East Cooksville, effectivement, Bonnie Crombie qui pourrait ne pas remporter son propre siège. En date d'aujourd'hui, Canada 338 lui donnait 3 points de pourcentage d'avance sur les progressistes conservateurs sur Sylvia Gualtieri, si je ne me trompe pas, son adversaire. Et donc, pour elle, c'est absolument pas gagné d'avance. Ça pourrait dire que la chef des libéraux, même avec un statut de parti officiel, ne siégerait pas à l'Assemblée législative, ce qui voudrait dire qu'il devrait y avoir un chef désigné en chambre qui répondrait aux questions et qui poserait des questions au nom du chef du parti. Ça compliquerait la donne. Autre chose, l'abstention. Est-ce qu'il faut s'attendre à un taux de participation extraordinaire de ce qu'on a vu déjà
du vote par anticipation, à quoi il faut s'attendre, vous pensez? Donc, le vote par anticipation a seulement duré 3 jours cette année. C'était très court comparé à la campagne de 2022 où on avait eu 10 jours pour voter Exact, par ouais, ouais. anticipation. Donc, faut pas trop s'énerver le poil des jambes, je pense. Il y a eu un peu plus de 6 des électeurs qui ont décidé de voter par anticipation versus 9 en 2022. Mais considérant le fait que la période de vote par anticipation était condensée, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là. C'est certain que le fait que la campagne ait lieu en hiver, que ça soit plus difficile pour les Ouais. transports en commun. À Toronto, on est encore en opération déneigement. Est-ce qu'on le sera encore d'ici jeudi? Il faut demander à Olivia Chow. Là. C'est sûr que ça n'augure pas très bien pour le taux de participation. En 2022, on avait eu 44 de participation. On était bien en deçà de la barre des 50 On peut toujours espérer, croiser les doigts qu'on fasse mieux cette année, mais compte tenu du vote en hiver, du fait qu'il y a plusieurs circonscriptions, c'est un peu décourageant si on n'est pas de la couleur de la forteresse dans laquelle on vit finalement, de se déplacer pour aller voter. Peut-être que les gens vont décider de rester à la maison. Donc, je ne prédis pas qu'on va battre des records cette année. Merci Stéphanie, c'est ce qu'on va surveiller dès jeudi, le jour de l'élection. Et quant à nous, on va se retrouver dès le lendemain pour tirer les grands enseignements de ces élections. On sera avec vous, Stéphanie Chouinard, mais également avec Sandra Padovani, notre reporter parlementaire, avec qui on reviendra sur l'ensemble de ces résultats. Merci de votre fidélité et à très bientôt.